7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, on retrouve Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de L'Incorrect. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler... Très bien, et vous ? Ouais. Vous allez nous parler de l'Union européenne. Oui, parce que ça vous a pas échappé, il y a une petite élection qui arrive. Petite. Alors on connaît tous l'Union européenne, ses institutions, le Conseil de l'Union, la Commission, le Parlement, le Conseil européen, la Cour de justice, la Cour européenne, bref, toutes ces bibliothèques qui servent surtout à nous empêcher de décider, mais il y en a toujours derrière d'autres, même une palanquée plus absurde les unes que les autres. Alors elles sont pas toutes rattachées directement à l'Union européenne, mais passent quand même par des institutions qui nous les brisent les roustons tout autant. Bref, vous prenez par exemple la Commission de Venise. Est-ce que vous connaissez la Commission de Venise ? Non. Voilà. Moi, je l'ai découvert pendant le mandat d'Elisabeth Borne, la fétichiste du 49-3. Chacun ses passions vislardes. Eh bien, la Commission de Venise, en pleine manif des retraites, l'année dernière, sortait du bois en expliquant qu'elle s'interrogeait au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur sur l'utilisation et l'abus de pouvoir d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc, en gros, cette commission s'en prenait à notre dispositif législatif. Alors, à première vue, on se dit, tiens, une instance supranationale qui tape sur Macron, c'est original, limite, ça fait même plaisir. Mais en même temps, on se dit, c'est quoi ce truc de troufion qui vient de se mêler de nos affaires de famille ? Donc, je me suis dit, je vais aller voir un peu plus près ce que c'est que ce bazar. Alors, la commission de Venise comprend 61 États membres. Vous avez les 46 États du Conseil de l'Europe, plus 15 autres pays, dont l'Algérie, le Canada, les États-Unis, le Kyrgyzstan, bref. Alors, c'est un développement du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, je rappelle, a été créé à la fin des années 40 et c'est l'institution à laquelle se rattache la Cour européenne des droits de l'homme qui a pour mission d'assurer le respect des droits et des libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Vous me suivez un peu là ? Donc, vous avez le Conseil de l'Europe, ceux qui nous expliquaient, rappelez-vous, que la liberté était dans le hijab ou qu'il fallait pas trop employer le mot Noël parce que c'était pas super inclusif. Bref, en matière de progressisme, on fait pas mieux. Alors d'ailleurs, les membres de cette cour sont des magistrats qui sont choisis expressément pour leurs engagements progressistes. Vous avez jamais croisé un conservateur là-bas. L'inclusion, c'est pas leur truc. Donc, la Commission de Venise, elle, c'est un organe consultatif du Conseil de l'Europe sur les questions constitutionnelles. Et sa mission est, je cite, de procurer des conseils juridiques. Traduction, imposer sa vision du système politique. Donc, cette cour, elle est composée d'universitaires qui réfléchissent entre eux, qui tentent de contrôler les évolutions politiques des États membres. En clair, ils considèrent que le régime idéal, c'est le régime parlementaire. C'est le garant du bien, du beau, du vrai. Vous faites un régime parlementaire, tout va rouler. Donc, le 49.3, forcément, c'est pas vachement parlementaire, c'est même l'inverse, donc ils aiment pas trop ça. Et donc, quand un système politique s'éloigne un tant soit peu de ce système parlementaire qu'il rêve d'imposer à tout le monde, la Cour se fasse tout rouge et proteste et y pondent des rapports. Un exemple de rapport assez drôle, c'est en 2013. La Commission de Venise était intervenue pour expliquer très sérieusement que la principauté de Monaco était un système illibéral et que le prince avait bien trop de pouvoir. Donc c'est bien connu, les monégasques ne cherchent qu'une chose, c'est fuir ce rocher autoritaire qu'on surnomme le nouvel Alcatraz. Bref, comme je le disais, la Commission de Venise, c'est un organisme consultatif, c'est-à-dire une machine de guerre de soft power. Alors, faut reconnaître que ces universitaires ont la vie dure parce qu'ils ne se réunissent pas à Roubaix, mais à Venise, et à l'hôtel d'Agnelli, et pas au Formule 1 de Valenciennes. En plus, ils sont obligés de fermer les fenêtres pour entendre le chant des gondoliers. Donc, concrètement, ils ne peuvent pas imposer quoi que ce soit ou condamner un État, mais ils rameutent l'opinion publique en disant, regardez, Macron, 49.3, dictature, tout ça, et poussent les autres États à protester. Donc, si vous voulez, c'est une magistrature d'influence. C'est un peu le soft power du gouvernement des juges. Donc, on dit en France, le Conseil concile le gouvernement des juges, mais il y a encore plein d'autres gouvernements des juges au-dessus. C'est vous dire à quel point il est dans la merde. Donc, on peut supposer qu'à leur prochaine réunion, les représentants de la France au Conseil de l'Europe, vont se faire taper sur les doigts parce qu'on leur a dit, du temps de Madame Borne, les retraites, tout ça, vous avez utilisé trop de 49.3, c'est pas bien. Et comme d'habitude, la France, à chaque fois qu'ils sont invoqués dans une instance supranationale, ils bombent pas le torse, ils disent oui, pardon, excusez-moi, on recommencera pas. Et donc du coup, cette commission n'est-elle pas néanmoins raison, comme vous les avez cités, de soulever des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur ? C'est vrai qu'on pourrait dire ça parce que Macron, c'est quand même le pouvoir ultra vertical et qui se tamponne de toutes nos instances gouvernementales, le Parlement, les corps intermédiaires, tout ça, c'est pas son truc. Mais en même temps, si vous voulez, c'est toujours baroque d'entendre le Conseil de l'Europe parler de séparation des pouvoirs et de souveraineté, eux qui passent leur temps à s'asseoir dessus, quoi. Alors, je rappelle par exemple, on parle, vous savez, toujours de cette primauté du droit européen. On nous rabâche toute la sainte journée. Bon, la primauté du droit européen sur le droit français a été introduite en fraude
par la Cour de justice des communautés européennes en 64. Et l'Union européenne a tenté de la régulariser avec le traité de 2004. Bon, rappelez-vous, traité de 2004, paf, 2005, on demande aux Français leur avis, ils disent que dalle, on n'en veut pas. Bah c'est pas grave, hop, traité de Lisbonne derrière. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le traité de Lisbonne? Non pas dans un article du traité, mais en annexe, la primauté du droit européen. Donc si vous voulez, à aucun moment, le peuple, les parlementaires ont ratifié cette primauté. Et là, le Conseil de l'Europe, on les a pas entendus, alors que c'était un braquage politique. Mais pour répondre à votre excellente question, je vous dirais que c'est pas vraiment la question. Parce que le 49.3, c'est un article de notre Constitution, qui est notre loi suprême, qui est fruit d'une histoire 2 fois millénaire, approuvée par le peuple français, via référendum, et supérieure à toutes les autres cours de justice. La France a une identité constitutionnelle bien précise, bien particulière, c'est le régime semi-présidentiel. Donc vous avez l'histoire monarchique mélangée avec l'histoire républicaine. Et ça allie la délibération entre les partis et en même temps l'efficacité, normalement, de l'exécutif légitime quand il prend une décision. Bref, on résiste à la mode parlementaire qui s'est répandue un peu partout et que la commission de Venise souhaite imposer à tout le monde. Alors forcément, comme on résiste, ils aiment pas ça. Mais bon, en même temps, on peut dire on s'en fout complètement parce qu'ils n'ont pas de légitimité, la commission de Venise. On va citer un Prussien, Carl Friedrich von Savigny, pour une fois qu'amendement va dans notre sens, on va pas s'en priver. Ici, il écrivait, je cite, « Je considère le droit de chaque peuple comme un membre de son corps et non comme un vêtement arbitrairement coupé et dont on peut tout aussi arbitrairement se défaire pour l'échanger contre un autre. » Donc, si vous voulez, nos institutions, c'est pas un jeu de Lego qu'on va démonter et qu'on remonte comme on veut. Et d'ailleurs, c'est pour revenir à l'article 49.3 alinéa A, comme disent les constitutionnalistes. Contrairement à la légende, il n'est pas spécifiquement gaulien. C'est ça qui me fait marrer, c'est que tout le monde dit oui, c'est bien, c'est légitime, c'est général de Gaulle. En fait, que dalle. Ce mécanisme, il a été pensé à la fin de la 4e, qui était le régime parlementaire par excellence, par des démocrates chrétiens, justement pour remédier au système, quoi. Et même de Gaulle, au début, c'est pas trop sa came. Bref, si vous voulez, c'est une arme constitutionnelle, et comme toutes les armes, elle peut être utilisée à mauvais escient, à bon escient. Alors on peut dire oui, Macron a détourné l'outil pour le transformer en sulfatus politique, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Là, il est en train de nous prendre une guerre en Ukraine pour pouvoir gagner les européennes. On peut évidemment dénoncer les abus, critiquer la lâcheté des uns, la petitesse des autres, comme disait ma grand-mère, mais le linge sale se lave en famille. Encore plus quand une instance illégitime s'en mêle uniquement pour saquer notre constitution. Donc encore une fois, cette commission de Venise n'a qu'un objectif, rationaliser, moderniser notre système en imposant de l'extérieur le parlementarisme intégral. Donc Emmanuel Macron, syndicaliste des instances supranationales et obsédé du pouvoir vertical, se fait taper sur les doigts par ses amis. Est-ce que ça peut se retourner contre lui ? C'est ce qui est un peu amusant, c'est que justement notre président qui ne parle que de souveraineté européenne toute la journée, à croire qu'il a retapissé l'Élysée aux couleurs du drapeau de l'UE, semble être l'incarnation même de cette modernité rationalisée et progressiste qui s'oppose à notre héritage historique. Donc en d'autres temps, si vous voulez, s'il n'avait pas été président de la France, ou peut-être même après, il siégerait probablement à la commission de Venise en expliquant oui, il faut que la France fasse ça. Et pourtant, malgré les gros principes qu'il professe et que la commission de Venise applaudirait, la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron s'éloigne complètement du parlementarisme, à la mode 4e, qu'aime tant la commission de Venise. Si vous voulez, idéologiquement, Macron, c'est l'héritier de Saint-Simon, c'est le fondateur du Saint-Simonisme. Rappelez-vous ce qu'expliquait notre président en 2019. Il y a le monde, vous avez divisé en deux, vous avez les sachants et les subissants. Vous avez les techniciens, les experts, les scientifiques, ceux qui sont au pouvoir et qui décident tout pour tout le monde parce que nous, les plus, qu'on comprend rien. Donc, qu'il n'est pas d'accord, justement, bon, le problème, c'est qu'il fait pas de la pédagogie, quoi. Macron. Alors parfois il essaye d'en faire et finalement il se rend compte qu'il est nul. Ouais. C'est un mauvais prof, quoi. Et donc c'est pourquoi sa pratique du pouvoir elle est très verticale, elle est très tourmente, très autoritaire. À chaque sujet on le voit, quoi. Il arrive, il fait un 20h, il pose le truc et blaf, il dit c'est comme ça. Alors on voit avec les conventions citoyennes par exemple, il met en place des fausses délibérations. On l'a vu avec l'euthanasie. Là. Il a fait une convention citoyenne de l'euthanasie. Il va faire des conventions pour le climat, il va faire des grandes délibérations avec des maires choisis. Mais en fait, au final, il s'en fout. Il arrive, il dit « je tranche, le gouvernement suit et la majorité parlementaire avalise ». Bon, alors le problème, c'est que il y a aucune tête qui dépasse en Macronie. Et là, la majorité parlementaire est plus vachement majoritaire. Donc lui, il prend le 49.3, il l'assume, il l'assène comme ça, il tord le bras à tout le monde. Mais en fait, le vrai problème de Macron, c'est pas le 49.3, comme on a dit, et toutes ces conneries, c'est la légitimité. On peut utiliser des pouvoirs exorbitants de la Constitution contre le Parlement, mais la seule condition, c'est qu'il faut être soutenu par l'opinion. Quand on a braqué tout le monde contre soi, quand l'opinion est à ce point fracturée, quand le peuple vous déteste et remet en cause votre légitimité, on appelle ça un passage en force. Et un passage en force, l'opinion, ils en auront le bol, ils en veulent plus. Parce que si on peut tenser notre président, si vous voulez, on pourra lui dire que son pouvoir est très vertical
Et qu'en même temps, on a vu des politiques vachement plus modernes, quoi. Par exemple, Joseph de Maistre, dire quand on est dans la merde, faut toujours lire Joseph de Maistre, c'est vachement, c'est important. Alors, il disait, Joseph de Maistre, quoi, il écrivait, les souverains ne commandent efficacement que dans le cercle des choses approuvées par l'opinion, et ce cercle, bah, c'est pas eux qui le tracent. Bah, le problème, c'est que Macron, lui, il a tracé son cercle à lui, et puis il a dit, hop, le peuple, on dégage du cercle. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve coincé. Il y a le pouvoir qui ne cesse de, il y a l'Europe, le pouvoir qui ne cesse de revendiquer en disant l'Europe, 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 et puis il y a le peuple français. Bah là, il y a l'Europe qui lui tape sur la tronche. Alors on l'a encore vu avec l'Ukraine, les Allemands qui ont dit oh, non mais il est fou, on veut pas faire ça, et les Français qui disent on veut pas non plus. Quoi. Alors si vous regardez à chacun des sujets, ils se retrouvent coincés. Alors le premier mandat, il esquivait bien le truc, et aujourd'hui pas du tout. Écoutez, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Vous avez un petit peu suivi l'allocution du président sur l'Ukraine? On va dire que j'ai vite fait regarder des extraits hier soir très tard. Vous l'avez vu, vous? C'était bien? Oui, on en a parlé ce matin avec Régis Le Sommier et Richard Et alors, Dessaigne. il a dit quoi? On part en guerre et tout? Il a dit qu'on partait en guerre, mais qu'en même temps, la Russie, c'était un adversaire et pas un ennemi. Enfin, beaucoup de choses vrai. très profondes. Non, mais en fait, il y a un truc qui est intéressant et qui est très chiant. C'est que la position qu'il professe au départ, elle est hyper intéressante. C'est-à-dire, je sais qu'il y a plein de pro-russes qui écoutent ça aux courtoisies, tout ça, c'est pas grave. Si tous les voisins russes veulent se foutre sous le parapluie de l'OTAN, c'est qu'ils ont peur de la Russie, ils ont raison d'en avoir peur parce que la Russie, elle passe son temps à rouler sur ses voisins. Bon, disons qu'elle veut rouler sur l'Ukraine, tout ça, et que si on n'était pas intervenu pour aider l'Ukraine, elle aurait chopé Kiev, et puis après, bon, elle se dit, c'est quoi l'étape d'après, les pays baltes, tout ça. Nous, notre sécurité en France, elle repose sur l'arme nucléaire et les alliances. Et les alliances, on les a avec les pays baltes, notamment. Donc on se dit, s'ils touchent aux pays baltes, c'est sûr qu'on a la Troisième Guerre mondiale qui débarque. Donc autant éviter et intervenir un peu en amont. Bon, ça, c'est s'il faudrait faire. Après, on se dit, ouais, les Américains, ils sont chiants, tout ça, gna gna gna, c'est à cause d'eux. Bon, ça, il faudra qu'on vérifie. Généralement, c'est jamais aussi binaire que ça. Mais quoi qu'il arrive, on se plaint depuis 45, la France soit le petit frère pleurnichard des Américains. Là, les Américains se retirent qu'aux élections. Bon, alors, c'est-à-dire qu'on a une opportunité pour imposer une troisième voie européenne forte. Donc, la position de Macron, elle est plutôt intéressante. Sauf que le problème, c'est que quand il dit on va faire ça, que le peuple est pas d'accord, que les alliés veulent pas, bah on part pas en guerre tout seul. Que tout le monde sait qu'on a une armée qui tient 3 jours en guerre intensive, qu'on n'a pas renouvelé le stock des armes, que bon bah le nucléaire on va pas l'utiliser parce que le but c'est pas de l'utiliser. Bah c'est un peu chiant, c'est qu'on part en guerre avec une épée en bois. Ouais. Et en même temps, on sait tous très bien que Macron en fait ce qu'il veut. Et s'il a fait une intervention sur le 21 hier, c'est uniquement pour parler aux Français, c'est-à-dire de politique intérieure. Et qu'il utilise la guerre en Ukraine pour faire un vote contre ou avec moi. Vous êtes pour Poutine ou vous êtes contre Poutine. Si vous êtes pour Poutine, vous votez pour le Rassemblement national. Si vous êtes contre Poutine, le dictateur, bah vous votez avec moi. Donc vous votez pour Valérie Haye que personne ne connaît, mais c'est pas grave. On gagnera les européennes. Merci pour cette chronique Arthur de Vatrigan et donc je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. On vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à faire le bilan de tous ces retournements politiques.